Bonjour, je m'appelle Andrew Moore. J'ai 27 ans et je travaille dans une pièce étouffante au 17e étage de Langford Holdings, un grand groupe financier où les chiffres et les graphiques sont mes seuls compagnons. Je ne suis pas du genre à parler de moi, mais si vous êtes ici à écouter cette histoire, alors je devrais peut-être commencer par le point où tout est devenu le plus clair. La cicatrice sur mon visage. Elle s'étend de ma joue gauche jusqu'à mon cou, une ligne rugueuse d'un rouge sombre, comme si quelqu'un avait dessiné sur ma peau avec un stylo enflammé. Ce n'est pas juste une marque sur mon corps. C'est l'histoire de ma vie, un rappel de ce que j'ai perdu et de ce que j'ai essayé de fuir. Je n'aime pas me regarder dans le miroir. Chaque fois que j'aperçois mon reflet, sur les portes vitrées du bureau, dans l'ascenseur, ou même sur l'écran de mon téléphone, je me détourne. Cette cicatrice ne me rend pas seulement différent. Elle me donne l'impression de n'appartenir à nulle part. Je porte souvent un masque, je remonte mon col, ou je baisse simplement la tête en traversant une foule. Mais peu importe comment je me cache, les yeux des gens me trouvent toujours. Ils me fixent, curieux, apitoyé, ou pire, dégoûté. Et j'ai appris à vivre avec, comme on apprend à vivre avec une douleur chronique. Aujourd'hui, je suis assis dans une salle de réunion de l'entreprise, un espace lumineux avec des murs en verre et une table en bois poli. Nous discutons du dernier rapport financier trimestriel, les chiffres secs que j'ai passé d'innombrables nuits à analyser. Je n'aime pas ces réunions, non pas à cause du travail, mais à cause des regards. Je les sens même quand je prends des notes la tête baissée, faisant semblant de ne pas remarquer. Les regards volés, les chuchotements dans mon dos. J'y suis habitué, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. On dirait qu'il sort tout droit d'un film d'horreur. Une petite voix aiguë fuse d'un coin de la pièce, juste après que le patron soit sorti pour prendre un appel. Je ne lève pas les yeux, mais ma main se fige, le stylo s'arrêtant en milieu de page. Une vague de rires étouffés se propage comme une petite onde, suffisante pour me serrer le cœur. Je sais que c'est James, le vendeur, qui arbore toujours un sourire amical en face, mais qui est prêt à vous poignarder dans le dos. Je ne réponds pas. Je ne le fais jamais. Mais dans mon esprit, de vieux souvenirs refluent comme un film joué à l'envers, me ramenant au jour où cette cicatrice n'était pas seulement une blessure sur ma peau, mais une douleur qui a façonné qui je suis. Quand j'avais 4 ans, la maison de ma mère a été engloutie par les flammes. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais les fragments de mémoire sont d'une vivacité terrifiante. Je me souviens de l'odeur de la fumée, âcre et épaisse, s'agrippant à mon nez comme une bête. Je me souviens des cris de ma mère, sa voix se brisant au milieu des explosions et du craquement du bois. Je me souviens m'être blotti dans un coin, serrant un ours en peluche en lambeaux, les larmes coulant sur mon visage alors que le feu léchait les murs. Et puis une silhouette est apparue, grande et forte, fendant la fumée. C'était Henry Scott, un pompier. Il m'a soulevé, me serrant fort contre sa large poitrine, et a couru hors de la maison qui s'effondrait. J'ai entendu sa respiration laborieuse, senti son cœur battre contre mon oreille, et puis la lumière aveuglante du ciel dehors où j'ai été déposé sur l'herbe froide. Mais ma mère, elle n'est pas sortie de cette maison. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ou pourquoi elle n'a pas suivi. Peut-être qu'elle me cherchait. Peut-être qu'elle était piégée quelque part dans l'enfer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour, je suis devenu un orphelin avec une cicatrice de brûlure permanente sur le visage et un vide dans mon cœur que rien ne pouvait combler. Henry Scott, le pompier qui m'a sauvé, est devenu mon père adoptif. Lui et sa femme, Mara Scott, n'avaient pas d'enfants à l'époque, ne pouvant en concevoir. Ils m'ont recueilli, mais j'ai vite réalisé que leur amour n'était pas ce dont j'avais rêvé pour une famille. Henry était un homme sévère, ses yeux toujours froids, comme s'il me voyait comme un fardeau plutôt que comme un enfant. Mara était plus dure, ses mots comme des couteaux. Inutile, disait-elle quand je cassais un verre ou ratais une tâche. L'enfant ramassé dans les cendres, m'appelait-elle, comme si j'étais un objet mis au rebut. Sans valeur. Leur maison était froide, non par manque de chaleur, mais par manque d'humanité. J'ai grandi au milieu des coups, des réprimandes et d'un silence terrifiant quand j'essayais de leur parler de mes cauchemars. J'avais peur de tout. Des pas lourds d'Henry, des regards perçants de Mara, et même de mon propre visage dans le miroir. La cicatrice n'était pas seulement sur ma peau. Elle s'est infiltrée dans mon âme, me faisant croire que j'étais une erreur, quelque chose qui ne devrait pas exister. L'école n'était pas mieux. Les autres enfants me regardaient comme si j'étais un monstre. Ils chuchotaient, pointaient du doigt, et parfois faisaient des farces cruelles.
Je me souviens une fois, après la classe, un groupe d'élèves plus âgés m'a encerclé, riant et m'appelant, visage brûlé. Je suis resté là, les poings serrés, retenant mes larmes, souhaitant pouvoir disparaître. Personne ne voulait jouer avec moi. Personne ne m'invitait aux anniversaires ou ne s'asseyait avec moi au déjeuner. Je suis devenu une ombre silencieuse, choisissant toujours le coin arrière de la salle de classe, gardant toujours la tête baissée pour que personne ne puisse voir mon visage. Il n'y avait qu'une seule personne qui ne me regardait pas de cette façon. Harper, la fille biologique d'Henri et Mara, 5 ans plus jeune que moi. Elle était la seule lumière dans mon monde sombre. Harper n'a jamais eu peur de ma cicatrice. Elle me tenait la main, souriait vivement et me racontait des histoires innocentes sur des chats ou des étoiles. Quand les enfants du quartier me harcelaient, Harper se tenait devant moi, petite mais courageuse, criant « Laissez-le tranquille ». Je ne sais pas pourquoi elle se souciait de moi, mais pour moi, Harper était la famille. La seule vraie famille que j'ai jamais eue. À 18 ans, j'ai quitté la maison d'Henri et Mara, les parents adoptifs qui m'ont donné un toit, mais jamais d'amour. Je me souviens encore d'être debout au portail, serrant un sac à dos usé contenant quelques vêtements, une paire de chaussures en lambeaux et une lettre d'acceptation de bourse d'une université à des centaines de kilomètres de là. Harper, ma jeune sœur adoptive, se tenait là, les yeux rouges et larmoyants, ses petites mains agrippées à ma chemise. « Tu iras bien, n'est-ce pas, Andrew ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai hoché la tête, forçant un sourire, mais à l'intérieur, une tempête de peur et d'espoir faisait rage. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je devais quitter cet endroit, où chaque coin de la maison, chaque regard d'Henri et Mara me rappelait que j'étais l'enfant ramassé dans les cendres. Après 4 ans d'université, j'ai été diplômé avec mention. Je n'ai pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes, n'ai pas pris de photos en toge et n'avais personne pour me taper sur l'épaule en guise de félicitations. Je voulais juste partir, recommencer, en espérant que le travail me donnerait un nouveau but. J'ai postulé chez Langford Holdings, un grand groupe financier à Richmond, et à ma surprise, ils m'ont embauché. J'ai emménagé dans un petit appartement délabré avec des murs tachés et le bruit constant des klaxons de la rue animée en bas. Ce n'était pas une maison de rêve, mais c'était la mienne. Un endroit où personne ne m'appelait, inutile, ou l'enfant ramassé dans les cendres. Le travail chez Langford Holdings était un nouveau défi, mais c'était aussi une autre version de ce que j'avais déjà vécu. J'étais assis dans un petit bureau, entouré de collègues bien habillés et confiants qui savaient toujours se démarquer. J'étais le contraire. Je travaillais dur, vérifiant 2 fois chaque chiffre, terminant les rapports en avance, mais je ne parlais jamais beaucoup. Je ne participais pas aux discussions matinales autour du café, ne plaisantais pas pendant les pauses déjeuner, et n'allais pas boire avec le groupe après le travail. Je savais ce qu'ils disaient dans mon dos à propos de ma cicatrice, de mon comportement silencieux, de la façon dont j'évitais les appareils photos sur les photos de groupe. Il est bon, mais bizarre, ai-je entendu James dire une fois en passant devant la salle de pause. Je n'étais pas surpris. C'étaient les mêmes chuchotements que j'avais entendus à l'école, dans les cafés, partout où j'avais été. Mais certains jours, la solitude était si lourde que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je me souviens de cette réunion où James et ses collègues ont ricané dans mon dos. J'ai quitté la salle de réunion, suis entré dans l'ascenseur et j'ai eu l'impression que le monde entier s'écrasait sur mes épaules. De retour à mon appartement, je me suis assis dans le noir, fixant les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. Je me demandais pourquoi je vivais. Le travail, l'argent, ou juste pour prouver que je n'étais pas l'être inutile qu'Henri et Mara disaient que j'étais. Je n'avais pas de réponse. Ma relation avec mes parents adoptifs est devenue plus distante. Les rares fois où je leur rendais visite, c'était généralement pour Harper. Elle était maintenant étudiante en soins infirmiers, toujours aussi radieuse que la seule lumière dans mon monde sombre. Chaque fois que nous nous rencontrions, Harper me serrait fort dans ses bras, parlant des patients dont elle s'occupait, de ses rêves, et me posant des questions sur tout, du travail à mes repas quotidiens. « Tu dois manger plus, Andrew. »« Tu maigris », disait-elle en fronçant les sourcils, mais ses yeux pétillaient d'affection. Je souriais, sentant une chaleur rare dans mon cœur. Mais ces visites étaient toujours assombries par Henri et Mara. Henri me regardait toujours avec des yeux froids, comme si j'étais une dette impayée. Mara ne manquait jamais une occasion de me rappeler leur sacrifice, comme si m'élever était un fardeau pour lequel je devais être éternellement reconnaissant. « Sans nous, tu serais dans un orphelinat, » disait-elle, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Je ne répondais pas, je baissais simplement la tête,
attendant le moment de pouvoir partir. Je savais qu'il ne m'aimait pas, et je n'espérais plus qu'il change. Mais chaque fois que je quittais cette maison, je me sentais plus petit, comme si j'étais encore ce garçon de 4 ans blotti dans un coin, attendant que quelqu'un me sauve des flammes. Harper était la seule qui me rattachait à ce monde. Elle appelait régulièrement, envoyait des textos pour prendre de mes nouvelles, et se présentait parfois à l'improviste à ma porte avec une boîte de biscuits faits maison. « Tu es ma famille, Andrew », a-t-elle dit un jour où j'ai avoué que je me sentais parfois n'appartenir à nulle part. « Quoi qu'il arrive, tu es mon frère. » Ces mots, simples mais sincères, étaient la seule chose qui m'empêchait d'abandonner complètement. Puis ma vie a commencé à changer lors d'un rare voyage d'affaires qui m'a éloigné du bureau étouffant de Richmond. J'ai roulé sur des routes de banlieue où les arbres se clairsemaient et où de vieilles maisons usées par le temps émergeaient, portant la vague décrépitude du temps. Je n'avais aucune intention de m'arrêter. Il n'y avait aucune raison jusqu'à ce qu'un vieux panneau délavé apparaisse. George Street. Le nom m'a frappé comme un coup de poing. J'ai freiné brusquement. La voiture s'est arrêtée en plein milieu de la route. Les klaxons derrière moi retentissaient, mais je n'entendais rien. Mon cœur battait la chamade, ma poitrine se serrait. George Street, l'endroit où se trouvait autrefois la maison de ma mère, où le feu l'a emporté et a laissé une cicatrice permanente sur mon visage. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à tourner dans cette rue. Peut-être une vague intuition. Ou peut-être que j'étais simplement fatigué de fuir. La route étroite et chaotique était bordée de vieilles maisons à la peinture écaillée. J'ai conduit lentement, mes yeux balayant chaque numéro de maison jusqu'à ce que je la voie. L'ancienne maison de ma mère. Elle était toujours là, comme un fantôme du passé, mais maintenant ce n'était plus qu'un tas de ruines. Des murs noircis, des fenêtres brisées, un toit effondré. Les mauvaises herbes poussaient sauvagement autour de la clôture rouillée. J'ai garé la voiture, coupé le moteur, et je suis resté assis là, les mains agrippées au volant comme si lâcher prise m'entraînerait dans un tourbillon de souvenirs. Je suis sorti de la voiture, le vent froid ébouriffant mes cheveux. J'ai baissé mon masque, exposant la cicatrice, non par courage, mais parce qu'ici, au milieu de ces ruines, il n'y avait personne pour me juger. Je me suis tenu devant la maison, fixant les murs calcinés, et j'ai eu l'impression que le temps ne s'était jamais écoulé. Je me suis vu, un garçon de 4 ans, blotti dans un coin, serrant un ours en peluche en lambeaux, la fumée âcre me brûlant le nez. J'ai entendu les cris de ma mère, sa voix se brisant au milieu des explosions et du craquement du bois. « Andrew, cours » a-t-elle crié, mais je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais que pleurer jusqu'à ce qu'Henry, le pompier, surgisse à travers la fumée, me soulève et me sorte de l'enfer. Mais ma mère, elle n'est jamais sortie de cette maison. Je me suis approché, mes pieds crissant sur les mauvaises herbes envahissantes. J'ai touché le mur, mes doigts traçant les restes de suie noircie. Ça sentait encore la fumée, même après plus de 20 ans. J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir du visage de ma mère, mais tout ce qui est venu était une image floue d'une femme douce avec des cheveux bruns en désordre et un sourire chaleureux que je n'ai jamais eu la chance de graver dans ma mémoire. « Maman » ai-je murmuré, ma voix perdue dans le vent. « Je suis désolé. C'était une belle maison autrefois, n'est-ce pas ?» Une voix profonde m'a surpris par derrière. Je me suis retourné pour voir un homme plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, debout à quelques pas. Il portait un costume cher, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, mais ses yeux portaient une profonde tristesse, comme s'il regardait lui aussi un passé inaccessible. J'ai rapidement remonté mon masque, cachant instinctivement la cicatrice, mais il n'a pas semblé le remarquer ou s'en soucier. Je suis désolé, je ne vous avais pas vu, ai-je marmonné, ma voix maladroite. Connaissiez-vous cette maison ? Il a hoché la tête, ses yeux toujours fixés sur les ruines. J'ai connu les gens qui vivaient ici il y a longtemps. Sa voix était basse, portant un poids que je ne pouvais pas expliquer. Une femme très spéciale. Un frisson m'a parcouru l'échine. Connaissiez-vous ma mère ? Ai-je demandé, incapable de me retenir. Elle s'appelait Evelyn Moore. L'homme s'est figé, une lueur de choc traversant ses yeux, mais il a rapidement retrouvé son sang-froid. Evelyn, a-t-il répété, comme si le nom était une pierre précieuse qu'il avait gardée cachée pendant des années. Oui, je l'ai connue. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois, et j'ai senti son regard percer le masque comme s'il essayait de lire mon histoire. Et vous êtes ? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Je suis Andrew. Je suis son fils.
J'ai survécu à l'incendie cette année-là. L'air entre nous semblait se figer. Il m'a regardé si longtemps que cela m'a mis mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans ses yeux. La surprise, la culpabilité, et un soupçon de reconnaissance, comme s'il voyait quelque chose de familier en moi. Mais il n'a rien dit à ce sujet. Au lieu de cela, il a esquissé un léger sourire triste. Tu as survécu. C'est un miracle. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais lui demander qui il était, pourquoi il connaissait ma mère, pourquoi il se tenait là à regarder cette maison avec tant de chagrin. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il se tenait silencieusement au milieu des ruines, m'a fait sentir qu'il portait une cicatrice lui aussi, invisible, mais non moins profonde. Je suis Victor Waverly, a-t-il dit en tendant la main. Je l'ai serré, sentant sa poignée, forte mais froide. Je ne faisais que passer et les souvenirs m'ont ramené. Nous avons parlé un moment, mais pas beaucoup. J'ai partagé quelques vagues souvenirs de ma mère, de l'incendie, et comment Henri m'a sauvé. Il a écouté, hoché la tête, mais a peu parlé de lui-même. Il y avait quelque chose d'étrange, comme si nous retenions tous les deux des parties de nos histoires. Alors qu'il se préparait à partir, il s'est retourné, me regardant droit dans les yeux. Certaines maisons brûlent, mais les souvenirs qu'elles renferment ne s'effacent jamais, a-t-il dit, sa voix basse comme une prophétie. Je suis resté là, le regardant s'éloigner, sa silhouette disparaissant au coin de la rue, ses mots résonnant dans mon esprit, comme une énigme que je ne pouvais pas encore résoudre. Je suis retourné à ma voiture, le cœur en émoi. J'avais l'impression de venir de rencontrer quelqu'un de familier, mais je ne pouvais pas situer d'où. La maison brûlée se tenait silencieuse, comme si elle gardait un secret que je n'étais pas prêt à affronter. Environ une semaine après ma rencontre avec Victor, notre entreprise a organisé son gala annuel pour célébrer le 30e anniversaire de Langford Holdings, un événement auquel je n'avais aucune envie d'assister mais que je ne pouvais pas éviter. Je me suis tenu devant le miroir de mon appartement, ajustant ma chemise et ma cravate noire, essayant de paraître aussi normal que possible. Mais quand mes yeux ont croisé la cicatrice dans le reflet, je me suis figé. Elle était toujours là, une ombre qui ne me quittait jamais. J'ai remonté mon col, j'ai mis mon masque et je me suis dit que je n'avais qu'à endurer quelques heures avant de retourner à mon appartement vide. La grande salle de bal de l'hôtel était illuminée par la lumière des lustres. Le tintement des verres à vin se mêlait aux conversations animées. Mes collègues, vêtus de costumes et de robes de soirée coûteux, se déplaçaient dans la pièce comme des acteurs sur une scène. Je me tenais dans un coin près d'une fenêtre, essayant de me rendre invisible. Mais la cicatrice, même partiellement cachée, me faisait toujours sentir comme un étranger. Derrière moi, le rire de James a retenti. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir de qui il parlait. Regardez, Andrew se cache dans le coin comme un vampire, a-t-il dit à un groupe de collègues, sa voix assez forte pour que je l'entende. J'ai baissé la tête, faisant semblant d'étudier le verre d'eau dans ma main, mais mon cœur s'est serré. À ce moment-là, les grandes portes de la salle de bal se sont ouvertes et un silence inattendu est tombé sur la pièce. J'ai levé les yeux et mon cœur a failli s'arrêter. Victor Waverly, l'homme que j'avais rencontré sur George Street, est entré, sa présence imposante dans un costume noir impeccable. Mais ce n'était pas le Victor de la rue Désolée. C'était Victor Waverly, président et fondateur de Waverly Holdings, la société mère de Langford Holdings. J'étais abasourdi, serrant mon verre si fort qu'il a failli se briser. Il était mon patron, le chef du conglomérat, quelqu'un dont je n'avais entendu parler que par des discours et des emails d'entreprise. Mais maintenant, en le voyant, je ne pouvais pas chasser le souvenir de ses yeux tristes près de la maison brûlée, de ses paroles énigmatiques sur les souvenirs qui ne s'effacent jamais. Il s'est déplacé à travers la foule, son regard balayant la pièce, et j'ai senti une secousse me parcourir l'échine quand ses yeux se sont attardés sur moi plus longtemps que d'habitude. M'a-t-il reconnu? Ou était-ce juste une coïncidence? J'ai baissé la tête, essayant d'éviter son regard, mais mon cœur battait la chamade comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. La fête a continué, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je suis resté seul, observant tranquillement la foule. Personne ne m'a invité à sa table. Personne n'a engagé la conversation, et je ne m'y attendais pas. Mais une voix vive et familière a percé mes pensées. « Hey, toi. Pourquoi tu n'enlèves pas ce masque ? Je pensais que notre entreprise engageait des analystes financiers, pas des acteurs de films d'horreur. » Des rires ont éclaté à une table voisine, et j'ai réalisé que c'était Noah Waverly, le fils de Victor,
un jeune homme arrogant avec un sourire suffisant. Il s'est levé, se dirigeant nonchalamment vers moi, son verre de vin se balançant dans sa main. « Qu'en penses-tu ? Tu veux auditionner pour le rôle principal dans un film de fantôme ?» Les gens autour ont ri plus fort, comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je suis resté là, les poings serrés, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je voulais crier, lui dire que je n'étais pas une blague, que cette cicatrice était le vestige d'une tragédie qu'il ne comprendrait jamais. Mais je n'ai rien dit. Je ne le faisais jamais. Je voulais juste partir, retourner à mon appartement où personne ne pourrait plus me faire de mal. Mais une autre voix a retenti, froide comme la glace et pleine d'autorité. « Assez, Noah. » J'ai levé les yeux et Victor Waverly était là, debout au milieu de la salle de bal, ses yeux vifs comme une lame. La pièce est devenue silencieuse, les rires s'éteignant instantanément. Noah s'est retourné, son sourire suffisant disparaissant. « Père, regarde-le, son visage est comme celui d'un démon, a-t-il balbutié. Victor s'est avancé, chaque pas semblant faire trembler le sol. Et puis, devant toute la salle de bal, il a levé la main et a giflé Noah violemment au visage. Le son était sec et perçant, laissant tout le monde stupéfait. Mon cœur battait la chamade, incapable de croire ce que je voyais. Victor a fusillé Noah du regard, sa voix claire, chaque mot gravé dans l'air. « La personne que tu viens d'insulter est mon fils aîné. » La pièce est devenue mortellement silencieuse. Je suis resté là, l'esprit en ébullition, comme si le sol s'était effondré sous mes pieds. Fils aîné. De quoi parlait-il? J'ai regardé Victor, cherchant une explication dans ses yeux, mais il ne faisait que me fixer, son expression remplie de douleur et de détermination. Noah a reculé, son visage rouge de colère et de confusion. « Père, qu'est-ce que tu dis ?» a-t-il balbutié, mais Victor n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi, sa voix s'adoucissant, mais toujours impérieuse. « Andrew, viens avec moi. » Il n'a pas attendu de réponse, s'est juste dirigé vers la porte, et moi, comme attiré par une force invisible, je l'ai suivi. J'ai senti des centaines d'yeux sur moi, des chuchotements éclatants dans la pièce, mais je ne pouvais pas les distinguer. Mon esprit était une tempête. Choc, confusion, et une seule question. Qui était Victor Waverly pour moi? Nous avons quitté la salle de bal, laissant le chaos derrière nous. J'ai suivi Victor le long d'un long couloir, les lumières tamisées projetant des ombres sur son dos. Je voulais m'arrêter, demander pourquoi, comprendre ce qui se passait, mais je ne pouvais pas. Une partie de moi craignait la réponse, craignait qu'elle ne brise tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Nous sommes sortis dans la nuit froide de Richmond. Victor s'est arrêté, s'est tourné vers moi, et pour la première fois, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. « Andrew, » a-t-il dit, la voix tremblante, « je te dois une explication, mais pas ici. Viens avec moi, veux-tu » J'ai hoché la tête, non pas parce que je comprenais, mais parce que je n'avais pas d'autre choix. Je suis monté dans sa voiture noire et élégante, et alors que la portière se fermait, j'ai eu l'impression d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre dont je ne savais pas où il mènerait, mais qui changerait sans aucun doute tout. La voiture glissait doucement sur les routes de banlieue de Richmond, les lampadaires passant comme de faibles traînées de lumière se reflétant sur les vitres. J'étais assis sur la banquette arrière, mes mains agrippant le bord de ma veste, essayant de garder ma respiration stable. Victor Waverly, l'homme que j'avais rencontré près de la maison brûlée sur George Street, celui qui venait de déclarer à toute une salle de bal que j'étais son fils aîné, conduisait, ses yeux se posant de temps en temps sur le rétroviseur comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retenait. Je voulais le lui demander, crier pour avoir une explication, mais ma poitrine se serrait et les mots restaient coincés dans ma gorge. La cicatrice sur mon visage semblait brûler sous le masque, comme pour me rappeler que peu importe mes efforts pour échapper au passé, il trouvait toujours un moyen de me rattraper. Les mots de Victor au gala, « La personne que tu viens d'insulter est mon fils aîné », résonnaient encore dans mon esprit comme un couteau tranchant tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Fils aîné, moi, Andrew, un orphelin arraché aux cendres, élevé dans l'indifférence froide de parents adoptifs, et maintenant le fils de quelqu'un comme Victor Waverly, le président du plus grand conglomérat financier de la ville. C'était impossible. Mais le regard dans ses yeux, rempli de douleur et de détermination quand il a prononcé ces mots, rendait impossible de nier que quelque chose se passait. Un secret que je n'étais pas prêt à affronter. La voiture s'est arrêtée devant un manoir niché tranquillement dans la banlieue, entouré de grands chênes et d'un portail en fer forgé orné.
le clair de lune illuminait la façade de la maison, soulignant son architecture classique mais froide. Victor est sorti, m'ouvrant la portière de la voiture, et j'ai hésité avant de sortir, me sentant comme si j'entrais dans un monde qui ne m'appartenait pas. « Entre, Andrew » a-t-il dit, sa voix douce mais lourde, comme s'il portait un fardeau que je ne pouvais pas encore comprendre. Nous sommes entrés dans un salon spacieux, la lumière d'un lustre en cristal projetant des lueurs douces sur les murs blancs et les meubles sombres. L'air était frais, mais il y avait quelque chose d'étouffant, comme si la maison elle-même renfermait ses propres secrets. Victor a désigné un fauteuil en cuir, et je me suis assis. Mes mains toujours crispées, mes yeux évitant les siens. Il s'est dirigé vers un chariot-bar, versant 2 verres de whisky. Mais quand il m'en a offert un, j'ai secoué la tête. « Je ne bois pas » ai-je dit, la voix sèche. « Je veux juste que vous m'expliquiez. Vous avez dit que je suis votre fils. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Victor a posé le verre et s'est assis en face de moi, les mains jointes fermement. Il est resté silencieux un long moment, le regard fixé sur le sol comme s'il cherchait un moyen de rassembler les fragments d'une histoire qu'il avait enterrée depuis longtemps. Mon cœur battait la chamade, chaque seconde qui passait s'étirant en une éternité. Finalement, il a levé les yeux et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux, un homme puissant ayant maintenant l'air plus vulnérable que jamais. « Andrew » a-t-il commencé, la voix tremblante. Mon vrai nom est Victor Moore. Il y a plus de 25 ans, je suis tombé amoureux d'une femme nommée Evelyn Moore. Ta mère. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Evelyn Moore. Ma mère. La femme douce de mes souvenirs brumeux. Celle qui a crié pour que je fuie le feu. Celle qui n'est jamais sortie de la maison en flammes sur George Street. J'ai regardé Victor, cherchant un signe qu'il mentait. Mais ses yeux, remplis de douleur, de sincérité et de culpabilité, rendaient impossible de douter de lui. Vous aimiez ma mère ? Ai-je demandé, la voix brisée. Victor a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage pour continuer. Je n'aimais pas seulement Evelyn, a-t-il dit, chaque mot tiré d'un endroit profond en lui. Je l'ai épousée. Nous nous aimions et nous avons eu un enfant. C'était toi, Andrew. J'ai secoué la tête, ne voulant pas le croire. Non, c'est impossible. Ma mère. Elle ne vous a jamais mentionné. Et si vous étiez mon père, pourquoi ai-je grandi seul ? Pourquoi ma mère est-elle morte dans cet incendie et vous n'étiez pas là ? Victor a baissé la tête, ses mains se crispant en poing. Parce que je l'ai abandonné, a-t-il dit, la voix brisée. Je vous ai abandonnés tous les deux. Il a commencé à raconter l'histoire, chaque mot comme un couteau me poignardant au cœur. Il y a plus de 25 ans, Victor Moore était un jeune homme pauvre travaillant dans un garage de Richmond. Il a rencontré ma mère, Evelyn, une femme douce dont le sourire pouvait illuminer les jours les plus sombres. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés, et elle est tombée enceinte de moi. Mais la vie n'était pas facile. Victor luttait pour joindre les deux bouts, pour construire un avenir pour sa famille. Puis un jour, une veuve riche, la présidente de Waverly Holdings à l'époque, s'est intéressée à lui. Elle lui a promis une vie qu'il n'avait jamais osé rêver. L'argent, le prestige, le pouvoir. Tout ce qu'il avait à faire était de quitter Evelyn et son enfant à naître. J'ai été tenté, a dit Victor, la voix étranglée. J'ai choisi la voie facile. J'ai quitté ta mère en pensant que je pourrais construire une vie meilleure et revenir vous chercher. Mais j'avais tort. J'ai été trop lâche pour revenir. Il a expliqué qu'il a épousé la veuve, à Unoa, et après sa mort d'une crise cardiaque, il a repris Waverly Holdings. Mais pas un seul jour ne s'est passé sans qu'il ne soit hanté par sa décision. Quand il a entendu parler de l'incendie sur George Street, quand il a appris qu'Evelyn était morte, il a pensé que c'était le prix à payer. Je ne savais pas que tu étais en vie, a-t-il dit, des larmes coulant sur ses joues. Je pensais vous avoir perdus tous les deux, toi et Evelyn, jusqu'à ce que je te voie sur George Street, près de cette maison brûlée. Je suis resté là, abasourdi, l'esprit en ébullition. Je voulais crier, le frapper, le blâmer pour chaque once de douleur que j'avais endurée. Les coups d'Henri, les mots cruels de Mara, les regards jugeurs à l'école et au travail. Vous pensez que ça suffit, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Vous avez abandonné ma mère, m'avez abandonné pour l'argent et le statut, et maintenant vous vous tenez ici en disant que je suis votre fils. Vous pensez que je vais vous pardonner ? Victor n'a pas répondu immédiatement.
Il m'a juste regardé, ses yeux remplis de douleur et de regret. Je n'attends pas ton pardon, a-t-il dit. Je veux juste te donner l'identité que tu mérites et me racheter pour le reste de ma vie. Je ne mérite pas d'être ton père, Andrew, mais je veux arranger les choses. Je me suis levé, sentant la pièce tourner autour de moi. Je voulais courir, retourner à ma vie tranquille où personne ne savait qui j'étais, où je n'avais pas à faire face à des secrets comme celui-ci. J'ai besoin de temps, ai-je dit, ma voix faible. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Victor a hoché la tête, sans me presser. J'attendrai, a-t-il dit. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. J'ai quitté le manoir, sortant dans l'air froid de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière, mais j'ai senti les yeux de Victor me suivre, comme s'il craignait que ce ne soit la dernière fois qu'il me voie. Mon esprit était vide, mais inondé d'émotions, de colère, de douleur, et d'une question sans réponse. Pourrais-je jamais pardonner à l'homme qui a détruit la vie de ma mère et la mienne? Le taxi m'a transporté à travers les rues obscures de Richmond, les lampadaires se brouillant dans mes yeux, non pas à cause de la pluie, mais des larmes que je tentais désespérément de retenir. La confession de Victor Waverly, non, de Victor Moore, résonnait encore dans mon esprit, chaque mot comme un marteau frappant mon cœur déjà cicatrisé. Je suis ton père, avait-il dit, et j'ai senti tout le monde que je connaissais s'effondrer. Ma mère, Evelyn, est morte dans cet incendie il y a toutes ces années. Et lui, l'homme qui prétendait être mon père, l'avait abandonné. M'avait abandonné pour la richesse et le statut. J'ai agrippé le bord de mon siège, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, essayant de ne pas me perdre dans la tempête d'émotions, de colère, de douleur et d'un profond sentiment de confusion. Qui étais-je? Un enfant adopté, un paria à cause de la cicatrice sur mon visage, ou le fils d'un homme puissant que je n'avais jamais connu. Mon appartement se dressait dans l'obscurité, petit et délabré, mais le seul endroit où je me sentais en sécurité. Je suis entré, j'ai jeté mes clés sur la table et je me suis effondré sur une chaise. Mon esprit vide. La cicatrice sur mon visage semblait brûler sous le masque, comme pour me rappeler que peu importe à quel point j'essayais d'échapper au passé, il trouvait toujours un moyen de me rattraper. J'ai fermé les yeux, essayant de repousser l'image de Victor, ses yeux remplis de regrets. Mais au lieu de cela, j'ai vu ma mère, son visage indistinct dans mes souvenirs, son doux sourire et son cri final. Andrew, cours. J'ai ouvert les yeux, ma poitrine se serrant, me sentant comme si j'étais encore ce garçon de 4 ans blotti dans un coin, attendant que quelqu'un me sauve des flammes. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté au lit à regarder le plafond taché, écoutant le son lointain des klaxons. J'ai pensé à ma vie, aux années passées sous l'indifférence froide d'Henry et Mara, au regard jugeur à l'école, au rire moqueur chez Langford Holdings. Et maintenant, Victor Waverly, l'homme qui prétendait être mon père, avait fait irruption dans ma vie comme un ouragan, abattant les murs que j'avais construits pour me protéger. Je voulais le haïr, le mépriser pour avoir abandonné ma mère et moi. Mais une petite partie de moi, une partie que je ne voulais pas reconnaître, aspirait à le comprendre, à savoir pourquoi. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. Je ne pouvais pas affronter les regards curieux, les chuchotements sur ce qui s'était passé au gala. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à Harper, ma sœur adoptive, la seule lumière dans mon monde sombre. Hey, j'ai besoin de te voir. C'est important. En quelques minutes, elle a répondu, j'arrive. Tu es à la maison, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'apporte des sandwichs. J'ai esquissé un léger sourire, une lueur de chaleur s'insinuant dans mon cœur, ne serait-ce que pour un instant. Harper s'est présentée à ma porte à midi, ses cheveux blonds attachés en hauteur, son sourire aussi éclatant que le soleil. Elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai senti la chaleur familière, la seule chose qui me donnait l'impression de ne pas être entièrement seul. Tu as l'air affreux, Andrew, a-t-elle dit en fronçant les sourcils, mais ses yeux pétillaient d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas bien, n'est-ce pas? Nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, une assiette de sandwich qu'elle avait apportée. Charcuterie, fromage et une touche de l'amour qu'elle me montrait toujours, posée entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, et puis, comme une digue qui cède, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la rencontre sur George Street, de Victor Waverly, de sa déclaration choquante au gala, et de sa confession dans la nuit, qu'il était mon père, qu'il avait abandonné ma mère, que j'étais son fils. Harper a écouté sans interrompre, ses yeux s'écarquillant, passant de la surprise à la douleur,
puis s'adoucissant avec empathie. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, ses doigts tripotant le bord d'une serviette. « Andrew » a-t-elle finalement dit, sa voix douce mais ferme. « Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Si j'étais toi, j'aurais envie de lui donner un coup de poing au visage. Mais, tu sais, t'accrocher à cette haine ne fera que te blesser davantage. Ça ne changera pas le passé, et ça ne ramènera pas ta mère. » J'ai baissé la tête, me sentant comme si un rocher pesait sur ma poitrine. « Mais comment peux-tu comprendre, Harper ? Il a détruit la vie de ma mère. S'il ne l'avait pas abandonnée, peut-être qu'elle serait encore en vie. Peut-être que je n'aurais pas grandi avec Henry et Mara, endurant leurs coups, leurs insultes. Peut-être que je n'aurais pas à vivre avec cette cicatrice, en me cachant du monde. » Harper a pris ma main, sa petite main chaude et réconfortante. « Tu as raison, Andrew. Ce qu'il a fait est mal, et personne ne peut effacer la douleur que tu as subie. Mais penses-tu que t'accrocher à cette douleur te lie au passé ? Tu mérites d'être heureux, grand frère. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter ce qu'il a fait. Pardonner, c'est te libérer pour que tu puisses vivre pour toi-même, pas pour ces cicatrices. » Ces mots étaient comme une brise fraîche traversant mon esprit chaotique. Je l'ai regardée, la petite fille qui avait tenu tête au brut pour moi quand j'étais enfant, la seule personne qui m'ait jamais vu comme une vraie famille. « Mais si je pardonne, » ai-je dit, ma voix faible, ne serait-ce pas trahir ma mère ? Elle est morte à cause de lui. Harper a secoué la tête, ses yeux brillants de détermination. « Ta mère t'aimait, Andrew. Si elle était là, elle voudrait que tu vives une vie pleine de sens, pas une vie remplie de ressentiment. Pardonner ne lui donne pas un laissez-passer. C'est comme ça que tu guéris, pour que la cicatrice dans ton cœur ne te retienne plus. » Je suis resté silencieux, laissant les mots d'Harper s'imprégner. J'ai pensé aux nuits blanches, aux jours où je gardais la tête baissée pour éviter les regards des autres, aux fois où je me demandais si j'étais digne d'amour. Harper avait raison. J'avais laissé le passé me définir depuis trop longtemps. Mais pardonner à Victor, l'homme qui a abandonné ma mère et moi, était quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir faire. Harper est resté avec moi toute la journée. Nous avons mangé des sandwichs, regardé une vieille comédie qu'elle aimait, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ri. Pas beaucoup, mais assez pour ressentir un moment de soulagement. Quand elle est partie, elle m'a de nouveau serré dans ses bras, chuchotant « Tu es plus fort que tu ne le penses, Andrew. Ne laisse personne, pas même lui, t'enlever ça. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur restait un enchevêtrement. Cette nuit-là, je suis resté au lit à regarder le plafond, pensant aux conseils d'Harper. Pardonner ne consistait pas seulement à donner une chance à Victor. C'était me donner une chance de vivre, de sortir de l'ombre de mon passé. Mais avais-je le courage de le faire ? J'ai fermé les yeux, et cette fois je n'ai pas rêvé du feu ou des cris de ma mère. J'ai rêvé d'une longue route menant à un endroit inconnu. Mais pour la première fois, j'ai senti une petite étincelle d'espoir vaciller dans l'obscurité. Je me tenais devant le miroir de mon petit appartement, fixant la cicatrice qui s'étendait de ma joue gauche jusqu'à mon cou, rouge et déchiquetée comme une route non cicatrisée me ramenant au passé. Une semaine s'était écoulée depuis ma conversation avec Harper, et ses conseils résonnaient encore dans mon esprit. Doux mais persistant. Pardonner, c'est se libérer, Andrew. Je voulais la croire que je pouvais laisser aller la douleur. Mais chaque fois que je pensais à Victor Waverly, non, Victor Moore, l'homme qui prétendait être mon père, la colère montait en moi. Il avait abandonné ma mère, m'avait abandonné pour la gloire et la fortune. Comment pouvais-je pardonner à quelqu'un qui a laissé ma mère mourir dans cet incendie, qui m'a laissé grandir dans l'indifférence froide d'Henry et Mara, qui m'a laissé avec cette cicatrice, non seulement sur ma peau, mais dans mon cœur. J'ai remonté mon masque, couvrant la moitié de mon visage, comme je le faisais toujours pour me cacher du monde. Mais aujourd'hui, je savais que je ne pouvais pas continuer à fuir. Après cette nuit au manoir de Victor, je l'avais évité, ignorant ses textos et ses appels. J'avais besoin de temps pour digérer, pour comprendre ce que je voulais vraiment. Mais Harper avait raison. Je ne pouvais pas continuer à fuir. Je devais lui faire face, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais d'être libéré de l'ombre de mon passé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai décidé d'aller au siège de Waverly Holdings, où travaillait Victor, pour avoir une conversation claire et définitive. Le siège de Waverly Holdings se dressait au cœur de Richmond, un bâtiment de verre étincelant aux lignes modernes et épurées,
comme s'il était construit pour proclamer le pouvoir. Je suis entré dans le grand hall, me sentant comme si j'entrais dans un monde qui ne m'appartenait pas. La réceptionniste m'a jeté un coup d'œil, une lueur de surprise dans ses yeux quand j'ai dit que je voulais voir Victor Waverly. « Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle demandé, sa voix professionnelle mais froide. J'ai secoué la tête, ma poitrine se serrant. « Je suis Andrew » ai-je dit, la voix sèche. Il m'attend. Elle a passé un appel pour confirmer, et quelques minutes plus tard, j'ai été escorté au dernier étage où se trouvait le bureau de Victor. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré dans un large couloir, le sol en marbre brillant sous les lumières. La secrétaire de Victor, une femme d'âge mûr au sourire poli, m'a conduit à une grande porte en bois. « Monsieur Waverly vous attend » a-t-elle dit avant de me laisser là, le cœur battant la chamade. J'ai frappé et la voix de Victor est parvenue, basse mais chaleureuse. « Entrez, Andrew. » J'ai poussé la porte et je suis entré. Victor était assis derrière un grand bureau. La lumière de la vaste fenêtre derrière lui illuminait son visage, soulignant les rides et la profondeur émotionnelle dans ses yeux quand il m'a vu. Il s'est levé, ses yeux s'illuminant d'un mélange de joie et d'appréhension. « Andrew » a-t-il dit, la voix tremblante. « Je pensais que tu ne viendrais pas », je n'ai pas répondu immédiatement, je suis juste resté là, les mains agrippées au bord de ma veste. Le bureau était vaste, avec des peintures abstraites sur les murs et des étagères garnies de livres reliés en cuir, me faisant me sentir plus petit que jamais. J'ai pris une profonde inspiration en essayant de garder ma voix stable. « Je ne sais pas ce que je fais ici », ai-je dit. « Mais j'ai besoin. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir pourquoi vous me voulez dans votre vie maintenant, après tout ce qui s'est passé. » Victor est sorti de derrière son bureau, se rapprochant mais s'arrêtant quand il m'a vu reculer d'un pas. Il a hoché la tête comme s'il comprenait que je n'étais pas prêt. « Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite, » a-t-il dit, sa voix sincère. « Je veux juste une chance de réparer les choses. J'ai eu tort d'abandonner ta mère. Tort de penser que l'argent et le pouvoir pourraient combler le vide dans mon cœur. Je ne mérite pas d'être ton père, Andrew, mais je veux me racheter. Non pas pour expier, mais parce que tu es mon fils, et que je veux te connaître, faire partie de ta vie. » Je l'ai regardé, cherchant le moindre soupçon de tromperie. Mais ses yeux, remplis de douleur et d'espoir, rendaient impossible de douter de sa sincérité. Mais avant que je puisse répondre, la porte du bureau s'est ouverte brusquement et une voix vive et froide a fendu l'air. « Comme c'est touchant », a dit Noah Waverly en entrant dans la pièce, les yeux flamboyants de colère. « Une histoire de réunion de famille, n'est-ce pas? Dommage qu'elle soit basée sur un mensonge. » Je me suis retourné, le cœur battant la chamade. Noah se tenait là dans un costume bleu marine, les cheveux plaqués en arrière, arborant le même sourire moqueur que je me souvenais du gala quand il m'avait traité d'acteur de film d'horreur devant tout le monde. La colère a de nouveau flambé en moi. « Noah » a dit Victor, sa voix comme un avertissement, mais Noah ne s'est pas arrêté. « Père, j'en ai assez entendu » a dit Noah en se rapprochant, son regard brûlant sur moi. « C'est un imposteur, qui abuse de ta pitié pour tout prendre. Crois-tu vraiment qu'il est ton fils? Un type avec un visage comme ça ?» Il a pointé du doigt vers moi, vers la cicatrice que je ne cachais plus avec un masque, et j'ai senti mon sang bouillir. « Noah, ça suffit » a rugi Victor, sa voix comme le tonnerre. Il s'est avancé, se positionnant entre moi et Noah, ses yeux vifs comme une lame. « Tu ne parleras pas de ton frère comme ça. »« Frère » a ri Noah, mais c'était un son amer et creux. « Tu choisis ce type plutôt que moi, celui qui a été à tes côtés toutes ces années. Tu es prêt à céder l'entreprise, tout, à un inconnu qui débarque avec une histoire à dormir debout. Je n'accepterai pas ça. » Je suis resté là, silencieux, me sentant pris dans une tempête à laquelle je n'appartenais pas. Je voulais partir, retourner à mon petit appartement où personne ne pouvait me faire de mal. Mais Victor ne m'a pas laissé faire. Il s'est tourné vers Noah, sa voix ferme et impérieuse. « Noah, tu as été trop gâté pendant trop longtemps. J'ai eu tort de te laisser grandir avec une telle arrogance et une telle insensibilité. Andrew est ton frère, mon fils, et je ne te permettrai plus de l'insulter. Si tu ne changes pas, tu perdras bien plus qu'un héritage. » Noah s'est figé, ses yeux remplis de colère et de blessures. Il m'a fusillé du regard, son regard perçant, puis s'est retourné et a claqué la porte derrière lui. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la respiration lourde de Victor. Il s'est tourné vers moi,
ses yeux s'adoucissant mais remplis de regrets. Je suis désolé, Andrew, a-t-il dit. J'ai eu tort dans la façon dont j'ai élevé Noah. Je ne veux pas que tu penses que je te force à entrer dans une famille qui ne t'accueille pas, je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé Victor, l'homme qui essayait de se racheter, et j'ai ressenti une pointe d'empathie inattendue. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je dit, ma voix faible. Mais merci de m'avoir défendu. Victor a hoché la tête, une faible lueur d'espoir dans ses yeux. J'attendrai, Andrew, a-t-il dit. Aussi longtemps que tu en auras besoin. J'ai quitté le bureau, sortant dans l'air froid de Richmond, portant un enchevêtrement d'émotions. Je n'étais pas sûr de pouvoir pardonner à Victor, mais pour la première fois, j'avais l'impression de m'engager sur une nouvelle voie, une où je n'étais plus entièrement seul. Je suis sorti du siège de Waverly Holdings. L'air froid de Richmond m'enveloppant comme un vieux manteau. La confrontation avec Noah et Victor résonnait encore dans mon esprit. Chaque mot et chaque regard gravaient profondément dans mes pensées. Noah, avec son arrogance et son ressentiment, m'avait traité d'imposteur. Mais Victor, l'homme qui prétendait être mon père, m'avait défendu, sa voix remplie d'autorité et de détermination. Andrew est ton frère, avait-il dit. Et bien que je ne puisse toujours pas l'accepter pleinement comme mon père, ces mots avaient ébranlé quelque chose en moi. Harper avait raison. Pardonner ne consistait pas à oublier. C'était me permettre d'être libre. Mais la liberté était un concept étranger pour moi. J'avais passé ma vie dans l'ombre du passé. L'incendie quand j'avais 4 ans, la mort de ma mère, la froideur d'Henri et Mara, les regards jugeurs à l'école et au travail. Victor était une nouvelle pièce du puzzle, une que je ne savais pas où placer dans la mosaïque brisée de ma vie. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. Un texto de Victor. Andrew, j'aimerais t'inviter à dîner. Juste nous deux. Vendredi, 19h, au restaurant près de la James River. Viendras-tu? J'ai fixé l'écran, mes doigts gelés sur le clavier. Une partie de moi voulait refuser, me retirer dans mon petit appartement où je pourrais me cacher du monde. Mais les mots d'Harper ont de nouveau résonné. Pardonner, c'est se libérer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé « J'y serai ». En appuyant sur envoyer, mon cœur s'est emballé, comme si je venais de franchir une porte sans savoir où elle menait. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne le pensais. Je me suis tenu devant le miroir, ajustant ma chemise et ma cravate noire, essayant de paraître mieux que je ne me sentais. La cicatrice sur mon visage était toujours là, rouge et implacable. Mais cette fois, je ne portais pas de masque. Non pas parce que j'étais confiant, mais parce que je voulais faire face à Victor et à moi-même sans me cacher. J'ai conduit jusqu'au petit restaurant près de la James River, un endroit confortable avec des lumières dorées chaudes et des tables en bois donnant sur l'eau scintillante. Quand je suis entré, Victor était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, ses yeux s'illuminant en me voyant. « Andrew » a-t-il dit en se levant, la voix chargée d'émotion. « Merci d'être venu. » J'ai hoché la tête, m'asseyant en face de lui, me sentant comme si j'entrais dans une pièce de théâtre sans en connaître le scénario. Victor portait un costume simple, n'exsudant plus la présence imposante qu'il avait au siège, mais paraissant plus accessible, comme un homme ordinaire portant le poids de son passé. Nous avons commandé du saumon grillé pour moi, un steak pour lui, et pendant les premières minutes, aucun de nous n'a parlé. Le tintement des couverts contre les assiettes, le doux clapotis des vagues à l'extérieur et le son de notre respiration semblaient être les seuls bruits dans l'espace. Finalement, Victor a rompu le silence. « Je sais que tu es toujours en colère contre moi », a-t-il dit, ses yeux croisant les miens. « Je ne te blâme pas, mais je veux que tu saches que depuis que je t'ai rencontré sur George Street, il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi, aux erreurs que j'ai commises. » J'ai posé mes couverts, essayant de garder ma voix stable. « Vous avez abandonné ma mère, ai-je dit. Elle est morte dans cet incendie et moi. J'ai grandi avec des gens qui ne me voyaient pas comme leur fils. Savez-vous à quel point ça a fait mal? Savez-vous ce que c'est que de vivre avec cette cicatrice, pas seulement sur mon visage, mais dans mon cœur, chaque jour? » Victor a baissé la tête, sa main se resserrant sur son verre. « Je sais, » a-t-il dit, la voix brisée. « Et je porterai cette culpabilité jusqu'à la fin de ma vie. Mais je suis là, Andrew, non pas pour demander pardon, mais pour te montrer que je veux faire partie de ta vie, ne serait-ce qu'un peu. » Je suis resté silencieux, laissant ces mots s'imprégner. Il y avait quelque chose dans sa voix, de la sincérité,
du regret, qui rendait impossible de le haïr complètement. J'ai pensé à Harper, comment elle m'avait dit que pardonner, c'était me libérer. Et pour la première fois, j'ai senti que je voulais essayer, pas pour Victor, mais pour moi-même. Le dîner s'est poursuivi, et progressivement l'atmosphère s'est détendue. Victor m'a parlé de sa jeunesse, de sa rencontre avec ma mère, Evelyne, dans un petit café de Richmond. Ta mère avait le plus beau sourire que j'ai jamais vu, a-t-il dit, les yeux lointains. Elle rendait tout plus lumineux, même les pires jours. J'ai écouté, bien que je ne veuille pas l'admettre, j'ai ressenti un faible lien avec ma mère à travers ses histoires. Je lui ai parlé de Harper, de la façon dont elle a été la seule lumière dans mes années les plus sombres, et Victor a souri, ses yeux brillants de gratitude. Tu as de la chance d'avoir une sœur comme elle, a-t-il dit. Quand le dessert a été servi, une mousse au chocolat que j'ai commandée à contre-cœur sur sa suggestion, Victor a soudainement demandé, Andrew, as-tu déjà pensé à tes rêves? Pas à ton travail, pas à ce que tu fais pour survivre, mais à ce que tu veux vraiment? La question m'a pris au dépourvu. Des rêves? Je n'avais jamais osé y penser. Ma vie avait été une série de survies. Survivre à l'incendie, à la froideur d'Henri et Mara, au regard jugeur. Mais alors que Victor posait la question, un souvenir a refait surface de très loin. Moi, un petit garçon, assis avec ma mère alors qu'elle parlait de foyers chaleureux où les gens étaient aimés, peu importe qui ils étaient. Je veux construire un endroit comme ça, ai-je dit, ma voix douce mais certaine. Un centre communautaire où les enfants orphelins, les gens qui ont été blessés, peuvent se sentir à leur place. Victor a écouté, ses yeux s'illuminant de fierté et d'émotion. C'est un rêve qui vaut la peine d'être poursuivi, a-t-il dit. Et je veux t'aider à le réaliser, si tu me le permets. Je l'ai regardé, le cœur battant la chamade. Je ne voulais pas dépendre de lui. Je ne voulais pas me sentir redevable. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait croire qu'il ne voulait pas seulement expier. Il voulait faire partie de ma vie. J'y réfléchirai, ai-je dit. Et pour la première fois, j'ai vu un sourire sincère sur le visage de Victor. Dans les semaines qui ont suivi, Victor et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement, souvent pour des dîners simples comme celui-ci. Il m'a offert beaucoup de choses, une clé de villa en bord de mer, une voiture de sport, une carte de crédit illimitée, mais j'ai refusé de les utiliser. Je conduisais toujours ma vieille voiture, vivais toujours dans mon petit appartement, et Victor a respecté mon choix. Je n'essaie pas de t'acheter, a-t-il dit un jour, et je l'ai cru. Un soir, au bord de la James River, alors que nous étions assis à regarder l'eau scintillante, Victor m'a de nouveau interrogé sur le projet de centre communautaire. J'ai partagé plus de détails, me sentant à l'aise pour la première fois de parler de mon rêve. Victor a hoché la tête, écoutant attentivement, et quand j'ai fini, il a pris ma main, sa voix chaude et stable. Je suis fier de toi, Andrew, a-t-il dit. Et je serai là chaque fois que tu auras besoin de moi. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, Harper a appelé. Je lui ai parlé du dîner, du projet, et elle a souri au téléphone. C'est l'Andrew que je connais, a-t-elle dit. Pas en fuite, ne s'appuyant sur personne, mais osant vivre pour lui-même. Je me tenais dans mon nouveau bureau, une petite mais lumineuse pièce au 15e étage de Waverly Holdings, où je venais d'être promu pour mes excellents rapports financiers. La lumière du soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre en verre, illuminant le bureau en chêne et les piles de documents soigneusement rangés. La cicatrice sur mon visage, rouge et déchiquetée, était toujours là. Mais aujourd'hui, je ne portais pas de masque. Non pas parce que je l'avais entièrement accepté, mais parce que j'essayais, petit à petit, de vivre authentiquement, comme Harper m'y avait exhorté. Les dîners avec Victor, les conversations sur mon rêve de construire un centre communautaire avaient fait naître une lueur d'espoir. Que je pouvais dépasser l'ombre de mon passé. Que je pouvais être plus que l'enfant ramassé dans les cendres. Mais je commençais à réaliser que le passé ne nous lâche jamais vraiment. C'était comme le feu de mes 4 ans. Bien qu'éteint, il laissait des brûlures qui ne guérissaient jamais. Et aujourd'hui, le passé est revenu, non pas comme des souvenirs ou des rêves, mais comme 2 personnes en chair et en os se tenant à la porte de mon bureau. Henri et Mara, les parents adoptifs qui m'ont élevé dans la froideur et la critique. Je venais de terminer une brève réunion avec mon équipe et je vérifiais mes emails quand ma secrétaire a frappé. « Monsieur Andrew, il y a 2 personnes qui veulent vous voir », a-t-elle dit, la voix hésitante. « Ils disent qu'ils sont vos parents. » Je me suis figé, ma main se crispant sur le clavier. « Parents.
Un frisson m'a parcouru l'échine, comme si je sentais une tempête approcher. Laissez-les entrer, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme, mais mon cœur battait la chamade. La porte s'est ouverte, et Henri est entré le premier, sa grande silhouette et son visage sévère marqué de rides plus profondes que dans mon souvenir. Mara a suivi, ses cheveux gris en désordre, ses yeux fuyants comme si elle cachait quelque chose. Il se tenait là, dans mon bureau moderne, semblant déplacé, comme des fantômes d'une époque que j'avais essayé d'enterrer. « Andrew » a dit Henri, sa voix basse mais teintée d'arrogance. « Tu t'en sors bien. » Je n'ai pas répondu immédiatement, je les ai juste regardés, essayant de réprimer la vague d'émotions qui montait en moi. Henri et Mara, les gens qui m'appelaient, inutiles, qui me grondaient pour avoir cassé un verre, qui m'ont fait grandir dans la peur et la solitude. Ils ne m'avaient pas contacté depuis des années. Pas un seul appel ou texto depuis que j'ai quitté leur maison à 18 ans. Et maintenant, ils étaient là, comme si de rien n'était. « Que voulez-vous » ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne le voulais. Mara s'est avancée, ses mains agrippant un vieux sac à main. « Andrew, nous avons entendu parler de toi, a-t-elle dit, sa voix vacillant alors qu'elle forçait un sourire. Que tu travaillais ici, que ton père était Monsieur Waverly. Nous voulions juste passer te voir comment tu allais. J'ai senti mon sang bouillir. Me rendre visite, ai-je répété, ma voix pleine de sarcasme. Après 10 ans de silence. Après des années à m'appeler l'enfant ramassé dans les cendres? Vous pensez que je vais croire que vous êtes venu ici juste pour prendre de mes nouvelles? Henri a froncé les sourcils, ses yeux brillants d'une irritation familière. C'est quoi ce ton, Andrew? Nous t'avons élevé. T'avons donné un toit quand personne d'autre ne voulait de toi. Tu penses que c'était facile? Nous méritons mieux que ça. J'ai laissé échapper un rire, mais il était sec, rempli d'amertume. Un toit. Vous m'avez donné une maison froide où j'ai été battu, insulté, où on m'a rappelé chaque jour que j'étais un fardeau. Vous n'étiez pas mes parents. Harper. Elle a été la seule famille que j'ai jamais eue. Mara a baissé la tête, ses mains tremblantes. Nous avons fait de notre mieux, a-t-elle dit faiblement, comme si elle essayait de se convaincre. Nous n'étions pas riches, Andrew. T'élever n'a pas été facile. Mais maintenant, tu as réussi, tu travailles dans un endroit comme celui-ci, avec un père comme Victor Waverly. Ne penses-tu pas que tu nous dois quelque chose? Une petite aide pour toutes les années où nous t'avons accueilli. J'étais stupéfait, incapable de croire mes oreilles. Ils sont venus ici non pas pour s'excuser ou arranger les choses, mais pour réclamer de l'argent, pour profiter de l'histoire de moi et de Victor. Une histoire qui circulait maintenant dans les journaux comme un symbole de dépassement de l'adversité. Vous pensez que je vous dois quelque chose? Ai-je demandé, la voix tremblante de colère. Je suis reconnaissant pour le toit, mais la gratitude n'est pas une raison pour que vous veniez ici faire des demandes. J'ai appris ça de la façon dont vous m'avez traité. Henri s'est avancé, le visage rouge. Comment oses-tu, espèce de morveux ingrat? A-t-il crié. Nous avons dépensé tellement d'argent pour t'élever pendant 14 ans. Si tu ne nous rembourses pas, je te poursuivrai en justice. Je ferai savoir au monde entier que tu es un misérable ingrat. À ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte brusquement et Victor est entré, sa présence imposante dans un costume noir. Ma secrétaire se tenait derrière lui, les yeux anxieux. Victor a regardé Henri, puis Mara, et j'ai vu son regard s'aiguiser comme une bête protégeant son petit. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé, sa voix basse mais autoritaire. Henri s'est retourné, son ton baissant mais toujours défiant. Nous sommes les parents adoptifs d'Andrew. Nous sommes venus pour parler, mais il se montre déraisonnable. Victor s'est avancé, se tenant à côté de moi, et j'ai senti la force de sa présence. Andrew ne vous doit rien, a-t-il dit, chaque mot ferme comme du fer. Le garçon que vous appeliez autrefois l'enfant ramassé dans les cendres est maintenant l'homme que je suis fier d'appeler mon fils. Si vous continuez à le harceler, je veillerai à ce que la loi soit de son côté. Henri a reculé, son visage pâlissant, bien que ses yeux brûlent encore de colère. Mara se tenait là, son regard vacillant, teinté de regret. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère, juste une profonde lassitude. Henri a tiré Mara et ils sont partis sans un autre mot. Alors que la porte se fermait, Victor a posé une main sur mon épaule, ses yeux remplis de fierté. « Tu as bien fait, Andrew » a-t-il dit.
Je n'ai pas répondu, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Non pas parce qu'Henri et Mara étaient partis, mais parce que je m'étais défendu, n'étant plus le garçon effrayé du passé. Je me tenais sur le petit balcon de mon appartement, regardant la James River scintiller sous le clair de lune. Le vent froid ébouriffait mes cheveux, mais cette fois, je n'ai pas remonté mon col pour cacher la cicatrice sur mon visage. Cette cicatrice avait été une malédiction, un rappel constant de l'incendie de mes 4 ans, de la mort de ma mère, des années de solitude et de rejet. Mais maintenant, après la confrontation avec Henri et Mara, après les dîners avec Victor et les sages paroles d'Harper, je commençais à la voir différemment. Ce n'était plus une marque de destruction, mais la preuve que j'avais survécu. Et plus que cela, j'apprenais à vivre vraiment. La rencontre avec Henri et Mara la veille me hantait encore. Les menaces d'Henri, les yeux pleins de regrets de Mara, et la façon dont Victor m'avait défendu, tout cela était comme un tourbillon, me tirant hors de la sécurité du silence et me forçant à affronter mon passé. Mais quand ils sont partis, quand Victor a posé sa main sur mon épaule et a dit qu'il était fier, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais jamais connu. Non pas parce que je les avais vaincus, mais parce que j'avais vaincu le garçon effrayé qui se blottissait autrefois dans un coin, terrifié par le regard des autres. 1 an s'était écoulé depuis ce jour, et ma vie avait changé d'une manière que je n'avais jamais osé rêver. Le projet de centre communautaire, le rêve que j'avais partagé avec Victor lors d'un dîner au bord de la James River, était maintenant une réalité. Je me tenais devant la structure nouvellement construite, un bâtiment modeste mais chaleureux avec des murs blancs et de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du soleil. À l'intérieur se trouvaient des chambres pour les enfants orphelins, pour ceux qui avaient été blessés, pour quiconque avait besoin d'un endroit pour se sentir à sa place. Je l'ai appelée Evelyn House, en l'honneur de ma mère, la femme qui a tout sacrifié pour me sauver du feu. Victor a tenu sa promesse. Il m'a soutenu non pas en prenant le contrôle, mais en tant que mentor. Il m'a mis en contact avec des donateurs, m'a conseillé sur les finances, mais m'a laissé la direction. « C'est ton rêve, Andrew ?» a-t-il dit un jour, les yeux brillants de fierté. « Je veux juste t'aider à le réaliser. » J'ai senti la sincérité dans ses paroles, et bien que je ne l'ai toujours pas appelé « papa », je ne ressentais plus de colère en le regardant. Noah, mon frère, un concept encore étranger pour moi, a quitté Richmond après la confrontation dans le bureau de Victor. J'ai entendu dire qu'il avait recommencé dans une autre ville, travaillant pour une plus petite entreprise, loin des projecteurs de Waverly Holdings. Un jour, Victor a reçu une lettre de Noah. Brève mais émouvante. Il s'excusait non seulement pour ce qu'il avait dit à mon sujet, mais pour la façon dont il avait vécu, arrogant, insensible, comme si le monde lui devait tout. Victor m'a lu la lettre lors d'un dîner, et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Peut-être qu'un jour vous parlerez à nouveau, a-t-il dit, et j'ai hoché la tête, ne promettant rien mais espérant que le temps guérirait. Harper, la lumière inébranlable de ma vie, était maintenant infirmière dans un centre de santé communautaire. Elle venait souvent me voir, parfois avec des biscuits faits maison, parfois juste pour s'asseoir et parler. « Je suis si fier de toi, Andrew », a-t-elle dit lors de sa première visite à Evelyn House. « C'est un endroit que ta mère aurait adoré. » J'ai souri, réchauffé par ses paroles, sachant qu'elle avait raison. Evelyn House n'était pas seulement un bâtiment. C'était ma façon de rendre au monde, de transformer mes cicatrices en quelque chose de significatif. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture d'Evelyn House. Je me tenais devant une foule, des donateurs, du personnel et les enfants qui allaient appeler cet endroit leur maison. Je ne portais pas de masque, ne baissais pas la tête. Ma cicatrice était exposée, et pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de me cacher. Victor se tenait au premier rang, ses yeux brillants de fierté. Harper était à côté de moi, me tenant la main, son sourire radieux. Lorsqu'on m'a invité à parler, je suis monté sur le podium, le cœur battant, non pas de peur, mais parce que je savais que je faisais quelque chose de bien. Je m'appelle Andrew, ai-je commencé, ma voix claire dans l'air. J'ai grandi avec une cicatrice, non seulement sur mon visage, mais dans mon cœur. J'ai cru un jour que je n'appartenais à nulle part, que ma vie n'était qu'une série de survie. Mais j'ai appris que si nous ne pouvons pas choisir d'où nous venons, nous pouvons choisir comment vivre. Evelyn House ne me concerne pas seulement moi. Elle nous concerne tous, le pardon, la résilience, et la façon dont nous pouvons transformer la douleur en espoir. La foule a applaudi, et j'ai baissé les yeux pour voir Victor hocher la tête, les yeux embués. Harper a serré ma main, chuchotant, « Tu l'as fait, grand frère. »
Alors que la cérémonie se terminait, Victor s'est approché, m'a serré la main fermement, ne disant rien, mais ses yeux disaient tout. Pour la première fois, j'ai ressenti un lien avec lui. Non pas en tant que père et fils, mais en tant que deux personnes portant des cicatrices, essayant toutes deux de guérir. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement, assis sur le balcon, regardant la James River scintiller. J'ai pensé à ma mère, à Harper, à Victor, et à moi-même. J'ai pensé aux années que j'ai passées à fuir, à baisser la tête pour éviter le regard des autres. Mais maintenant, je ne fuyais plus. La cicatrice sur mon visage restait, mais elle ne me définissait plus. Le pardon, ai-je réalisé, ne changeait pas le passé, mais il rendait l'avenir significatif. J'ai fermé les yeux, laissant la brise nocturne me caresser. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti en paix. Je n'étais plus l'enfant ramassé dans les cendres. J'étais Andrew, et j'avais trouvé la lumière au-delà de la cicatrice.